Salut, c'est Edouard et aujourd'hui on va parler des différentes méthodes d'évaluation en immobilier. C'est vrai que dans le domaine, on entend souvent parler des prix de l'immobilier, des prix de vente sur le marché, mais pas souvent des valeurs. Et puis pourtant c'est dommage parce qu'il y a tout plein de valeurs et c'est très intéressant d'aller creuser un petit peu. Donc ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est vous présenter aujourd'hui 8 valeurs différentes dans l'immobilier qu'on utilise assez régulièrement en tant qu'expert et puis qui nous sont très utiles aussi pour définir la valeur de marché. Donc regardez attentivement jusqu'à la fin parce que c'est important de voir le tour et toutes les valeurs globales pour bien comprendre comment ça fonctionne dans l'expertise immobilière. Alors la première valeur, j'ai voulu commencer par la valeur qui est intrinsèque, ça veut dire la valeur réelle des constructions. Pour moi, c'est une de mes préférées, c'est celle qui est la plus utile aussi en général je pense, c'est celle qu'on utilise le plus souvent parce qu'on en a besoin aussi pour calculer d'autres valeurs. Donc elle n'est pas seulement utile pour elle en tant que telle pour calculer la valeur de marché, mais surtout aussi pour définir d'autres choses assez pratiques comme par exemple les provisions pour travaux lourds dans la valeur de rendement, les cycles de rénovation, ou bien ça peut être aussi la valeur de marché tout simplement. Donc en fait la valeur intrinsèque c'est quoi? Je pense que c'est un nom un petit peu barbare pour représenter pas grand chose. En réalité on l'appelle aussi souvent valeur réelle, ce qui fait pour moi je trouve plus de sens parce que c'est simplement la valeur réelle du bâtiment, donc la valeur de construction. Ça veut dire qu'on calcule le coût de construction de l'immeuble qu'on évalue à neuf, par exemple une maison individuelle, on calcule combien elle coûterait à la construire à l'instant T à neuf, et puis ensuite on réduit la vétusté, ça veut dire le vieillissement naturel de la maison, combien elle a été rénovée au fil du temps, et puis quel âge économique elle a. En fonction de cet âge économique, on va pouvoir calculer une vétusté avec une formule mathématique, mais qui fera l'objet d'une autre vidéo. Et du coup, on prend simplement la valeur à neuf, on déduit cette vétusté, et puis on a la valeur à ce jour de l'immeuble qu'on expertise. D'une fois qu'on a fait ça, on a la valeur du bâtiment, évidemment, mais il manque le terrain. Parce que si on veut définir une valeur de marché, donc on n'est pas toujours obligé de calculer la valeur de terrain, ça dépend quelle est l'utilité de cette valeur intrinsèque. Si par exemple on l'utilise dans une valeur de rendement, qu'on va voir tout à l'heure, pour calculer des provisions pour travaux lourds, on n'a pas besoin de calculer la valeur du terrain, parce que la valeur du terrain, elle est comprise dans la valeur de rendement. Si on utilise cette valeur intrinsèque comme valeur de marché, ça veut dire la valeur vénale, le prix de vente, on va devoir y ajouter le terrain forcément. Pour calculer la valeur du terrain, on utilise en général ce qu'on appelle une méthode par classe de situation. Je pourrais faire aussi une vidéo là-dessus si vous appuyez sur j'aime. Et du coup, rapidement, cette méthode par classe de situation, elle sert juste à définir la valeur du terrain en lui donnant une note en fonction de plusieurs critères. Ça veut dire un critère situationnel, attractivité, nuisance, équilibre du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup d'offres? Comment ça se passe? Ou alors est-ce que c'est équilibré? Quand vous avez défini la note de la classe de situation, vous pouvez calculer une incidence foncière, moyennant un petit calcul mathématique aussi. Et puis pour court rappel, l'incidence foncière, c'est un pourcentage de la valeur d'un ensemble, donc bâtiment plus terrain, qui nous donne la valeur du terrain. En fait, ça représente le coût du terrain par rapport à l'ensemble qui est construit. Et donc d'une fois qu'on a défini la valeur du terrain, plus qu'on a déterminé la valeur des constructions, on additionne l'un plus l'autre et ça nous donne la valeur intrinsèque, qui est très utile pour une maison individuelle par exemple, c'est comme ça qu'on va la calculer. En Suisse encore, c'est plus tellement comme ça qu'on fait dans nos pays voisins et ce qui est assez logique. Donc retenez bien ça parce qu'on va en parler un tout petit peu plus tard dans la vidéo et vous allez comprendre. Ensuite, en deuxième position, il y a la valeur de rendement. Alors la valeur de rendement, elle est assez connue de tout le monde. C'est ce qu'utilisent notamment les courtiers pour calculer par exemple le prix de vente d'un immeuble ou ils le font aussi peut-être avec les petits appartements, ça arrive des fois. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un revenu locatif qui est en général brut et puis ils le divisent par un taux de capitalisation, c'est ce qu'ils appellent. En réalité, ce n'est pas vraiment un taux de capitalisation, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est tout un sujet, c'est assez compliqué. Et puis, ils en définissent une valeur en fonction du rendement, donc ce que l'immeuble peut apporter, que ce soit un appartement ou un immeuble tout simplement résidentiel, commercial, industriel. À noter que la valeur de rendement, en réalité, elle n'est pas vraiment utilisée comme ça. Si vous faites une vraie expertise, déjà premièrement, vous n'utilisez jamais les revenus locatifs bruts, mais les revenus locatifs nets. Donc vous allez déduire toutes les charges de l'immeuble pour en définir le cash flow net qu'il ramène à la fin de l'année. Et puis avec ce cash flow, vous allez pouvoir calculer la valeur de l'immeuble par une division par un taux. Donc ça, c'est la valeur de rendement qui est classique. Et puis c'est une valeur qui est statique. Donc on a deux types de valeurs de rendement. On a le type de valeur qui est statique et puis le type de valeur qui est dynamique. En valeur statique, on a ce qu'on appelle la valeur de rendement classique. Donc c'est ce que je viens de dire, c'est un revenu locatif divisé par un taux. Et puis on a la valeur actuelle classique. Ça c'est un revenu locatif qui est actualisé à une centaine d'années, un horizon économique qui est défini, mais en général c'est 75-100 ans. La seule différence qu'il y a entre la valeur actuelle classique et la valeur de rendement classique, c'est que dans la valeur de rendement classique, vous allez compter une provision pour travaux lourds, ça veut dire un fonds de rénovation que vous avez besoin pour rénover l'immeuble
un peu plus tard en prenant une charge annuelle. Donc vous allez déduire une provision que vous allez alimenter chaque année dans l'optique de faire des travaux plus tard. Tandis que dans une valeur actuelle classique, vous allez compter des cycles de rénovation, donc des rénovations futures, des coûts de rénovation futurs que vous allez actualiser à l'instant T. Voilà, c'est tout ce qui change entre les deux. Et puis ensuite, en méthode dynamique de rendement, vous avez la valeur actuelle améliorée et puis la valeur DCF, Discounted Cash Flow, qui est très connue dans l'expertise de l'évaluation des entreprises, et puis on utilise la même méthode dans l'évaluation des immeubles. Donc la valeur actuelle améliorée, elle est similaire à la valeur actuelle classique, sauf qu'elle prend en compte l'âge économique du bâtiment à l'instant T, donc de l'expertise, et puis elle va pouvoir aussi projeter des travaux à court, moyen ou long terme qui sont beaucoup plus précis que la valeur actuelle classique. Ensuite, la valeur DCF, c'est une valeur actuelle améliorée, mais cette fois encore qui va pousser un petit peu plus loin, donc c'est la plus détaillée, la plus complète et la plus complexe aussi à définir. Puis en fait, elle consiste à découper l'avenir économique du bâtiment en tranches par année pour définir exactement quel cash flow annuel est-ce que l'immeuble va rapporter. Et puis ensuite, on va additionner tous ces cash flows qui sont actualisés. Et puis on va en définir la valeur de l'immeuble. Alors c'est possible de faire ce calcul très détaillé sur tout l'horizon économique de l'immeuble, mais ça ne fait pas beaucoup de sens étant donné qu'à partir de 10-20 ans, on admet qu'on n'a plus assez de visibilité sur l'avenir, plus assez de précision pour pouvoir dire dans 25 ans, dans 35 ans, 45 ans, il va falloir refaire la couverture et ça va coûter tant, donc on aura ce cash flow là dans l'année N plus 45. Donc ça n'a pas de sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper sur 10 ans ou sur 20 ans l'horizon économique, enfin l'économie future du bâtiment. On va additionner tous les cash flows sur cette durée et puis ensuite, après 10 ans ou après 20 ans, on va faire une valeur exit, ça s'appelle. Donc c'est une simple valeur de rendement, cette fois qui est capitalisée à l'éternel ou bien à 80 ans, 100 ans, c'est égal. Et enfin, en troisième position, on a la valeur mixte. La valeur mixte, elle n'est pas du tout appréciée par nos voisins. On l'utilise encore un petit peu en Suisse, mais plus du tout ailleurs. D'ailleurs, c'est interdit dans les évaluations, donc dans les règles d'évaluation, les normes européennes. On l'utilise encore en Suisse pour les halles industrielles et les halles artisanales, c'est tout ce qu'on fait. Donc c'est un mélange, en fait, c'est une pondération entre la valeur intrinsèque, la valeur des constructions, et puis la valeur de rendement. Ensuite, en quatrième position, c'est la valeur de nantissement. La valeur de nantissement, c'est simplement le calcul de la valeur par la banque. Donc c'est la banque qui va, avant de faire un financement, évaluer quelle est la valeur de l'immeuble qu'elle va financer. Et puis la valeur qu'elle va retenir comme valeur de financement s'appelle la valeur de nantissement. Donc si par exemple vous allez acheter un appartement 200 000 francs et que la banque l'évalue à 170 000 francs, elle va vous financer sur la valeur de nantissement, donc les 170 000 francs. Vous allez devoir apporter 20 à 30% de cette valeur-là en fonds propres et elle va vous prêter le reste. En cinquième position, on a la valeur de liquidation. La valeur de liquidation, c'est simplement une valeur de marché à laquelle on a diminué un certain pourcentage, en général 10%, parce que ce n'est pas une vente qui est libre. C'est-à-dire que la valeur de liquidation, c'est une valeur qui est déterminée pour la vente aux enchères d'un immeuble qui doit être vendu aux enchères. Et donc la vente, elle n'est pas libre. Si je vous lis la définition exacte de la valeur de marché, c'est la valeur de marché est le montant estimé pour lequel une valeur immobilière devrait être échangée le jour de l'évaluation entre un aliénateur prêt à vendre et un acquéreur prêt à acheter après une période de commercialisation adaptée dans une transaction commerciale habituelle dans le cadre de laquelle chaque partie agit en connaissance de cause avec circonspection et sans contrainte. Donc en fait, c'est assez clair que la valeur de liquidation ne correspond pas du tout à ça étant donné qu'on n'est pas dans un marché qui est libre, étant donné qu'on a un nombre de vendeurs, un nombre d'acheteurs qui est limité parce que c'est les gens qui sont dans la salle à ce moment-là et puis ils n'ont pas le temps d'avoir une réflexion qui est normale étant donné qu'ils doivent surenchérir sur le moment même et ils n'ont pas de temps de réflexion entre deux. À noter pour la petite anecdote que j'ai participé à des ventes aux enchères, j'ai misé déjà mais j'ai jamais pu acheter parce que j'ai commencé à participer aux ventes aux enchères juste après le Covid et puis les prix de vente affichés sur le marché et les ventes aux enchères et tout ce qui était évalué parce que chaque objet qui est mis aux enchères est évalué par un expert était souvent supérieur, donc vendu à un prix supérieur aux enchères que ce qui était proposé sur le marché.
J'ai vu d'ailleurs moi-même un appartement qui a été mis en vente à 380 000 francs pendant plusieurs mois sur le marché et qui a été vendu aux enchères à plus de 400 000 francs le jour de la vente aux enchères, ce qui est complètement hallucinant, quoi. Ensuite, en sixième position, la valeur résiduelle. Alors cette valeur-là, elle est très spécifique, elle correspond surtout pour les terrains à développer ou bien les terrains à potentiel de développement et puis les parcelles qui sont nues. En fait, on l'appelle aussi la valeur à rebours. Ça veut dire qu'on va calculer une valeur finale d'un terrain qui est construit avec un bâtiment dessus. Ça peut être une valeur de rendement, ça peut être une valeur de vente aussi, c'est possible, une valeur de développement par la vente, donc un immeuble d'appartements qu'un promoteur développerait pour vendre les appartements. Et puis ensuite, quand on a défini cette valeur-là, on va diminuer les coûts de construction du bâtiment, on va diminuer aussi également la marge de construction du promoteur parce qu'ils ont une marge, et puis on obtient donc au final la valeur du terrain nu. Donc valeur résiduelle extrêmement pratique pour les terrains et les parcelles à bâtir. Ensuite, numéro 7, la valeur par comparable. Quand j'ai commencé à expliquer la valeur intrinsèque tout à l'heure, j'ai dit qu'on l'utilisait encore en Suisse et on l'utilisait très peu dans nos pays voisins. Eh bien c'est parce qu'ailleurs, elle a été remplacée par la valeur par comparable. Ça veut dire que si par exemple vous estimez une maison individuelle en Suisse, on va souvent la faire avec la valeur intrinsèque, ça veut dire construction plus terrain. Et puis dans nos pays voisins, on va plutôt l'estimer par la valeur par comparable, c'est-à-dire qu'on va faire une recherche sur le marché des objets qui sont existants, des objets qui ont été vendus. On va se renseigner aussi auprès des acteurs locaux, ça veut dire les agences immobilières, les courtiers, pour savoir quel prix au mètre carré ça se vend plutôt dans cette situation-là, en fonction de la maison, des critères, des caractéristiques de la maison et puis du terrain qui va avec et puis forcément la situation de la maison. Donc on va simplement prendre le nombre de mètres carrés de la maison qu'on va multiplier par un franc par mètre carré. De mon point de vue, cette valeur par comparable, elle va remplacer aussi en Suisse la valeur intrinsèque parce qu'elle a plus de flexibilité. De ce que j'ai eu comme expérience en tant que courtier aussi, elle a beaucoup plus de flexibilité pour les marchés qui sont assez liquides, les marchés qui évoluent rapidement. Et on l'a vu avec le Covid, notamment dans les résidences secondaires en montagne en Suisse, les prix ont explosé en quelques mois. Enfin, ils ont explosé, ils ont pris 10, 15, 20% en quelques mois et du coup la valeur intrinsèque n'arrive pas du tout à suivre cette évolution, tandis que la valeur par comparable, elle peut le faire tout simplement et c'est beaucoup plus facile à justifier et à expliquer. Disons que la valeur par comparable représente parfaitement l'offre et la demande du marché, tandis que la valeur intrinsèque, pas vraiment. Et enfin la huitième valeur, avant de vous donner cette valeur, j'aimerais bien que vous appuyiez sur le j'aime juste en dessous de la vidéo et que vous laissiez un commentaire pour me demander qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme vidéo sur le domaine de l'immobilier en Suisse, quel qu'il soit. Et enfin, après avoir fait ça, c'est la valeur hédoniste. La valeur hédoniste, je l'ai mise juste après la valeur par comparable parce qu'elle se ressemble énormément. En fait, la valeur hédoniste, elle représente la valeur par comparable améliorée, si vous voulez. Elle représente, c'est une analyse statistique de tout l'historique des prix de vente d'une certaine situation et de certaines caractéristiques en fonction de l'objet qui est évalué. Donc pour définir cette valeur, vous allez utiliser un logiciel qui va enregistrer toutes ces datas, donc tous les prix de vente historiques du marché. Et puis ensuite, vous allez dans ce logiciel remplir tous les critères. Donc je l'ai fait en Suisse, c'est SIFI, c'est Wirtschaftspartner, c'est ce que les banques utilisent d'ailleurs pour les financements des appartements par exemple, elles utilisent ça. Donc vous remplissez toutes les caractéristiques de l'immeuble évalué. Et puis, en fonction de la zone et puis des caractéristiques que vous donnez, ça veut dire l'étage, le nombre de mètres carrés, l'année de construction, les rénovations qu'il y a eu, etc., etc. Donc, il y a plusieurs critères, beaucoup de caractéristiques même. Donc, le logiciel va vous cracher une valeur. De l'expérience que j'ai eue, les valeurs qui sortent de ces logiciels sont souvent sous-évaluées, mais j'ai parlé avec des collègues et des confrères qui m'ont dit exactement le contraire. Donc, je pense que ça dépend vraiment de la situation dans laquelle vous êtes. Et puis, il faut savoir que ces logiciels-là marchent très bien. Donc, cette méthode hédoniste marche très bien pour les appartements en centre-ville, pour les villas qui sont proches du centre-ville, donc partout où il y a beaucoup d'immeubles et beaucoup de transactions pour que le logiciel puisse comparer les transactions les unes avec les autres. Si vous évaluez ça, si vous évaluez un chalet en montagne ou bien un immeuble commercial avec ce type de méthode, ça va beaucoup moins bien fonctionner. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura été utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime et puis de me laisser un commentaire pour que je puisse adapter le contenu de cette chaîne à vos désirs. Et puis je vous dis à très vite, ciao!